Bonjour à tous nos auditeurs, je suis Anaïs Salmon, référente handicap au campus Fonderie de l'Image. Et aujourd'hui, je suis aux côtés de Mara Staub, ancienne étudiante de notre école. Et je suis la fondatrice de la solution de recrutement par et pour les personnes autistes, TDAH et 10 et les entreprises inclusives. Bonjour à tous et à toutes. Donc dans ce podcast, on va tenter de répondre à 4 questions autour d'une thématique précise: autisme, TDAH, trouble 10, prévention et accompagnement durant l'alternance. Alors bonjour Mara, donc avant qu'on ne revienne sur ton projet actuel et ton parcours d'étudiante au campus, est-ce que tu pourrais me donner avec tes mots ta définition du spectre de l'autisme? Est-ce que selon toi, il y a plusieurs sortes de troubles autistiques? Est-ce qu'il y a une différence entre les troubles autistiques et les TDAH, enfin donc les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, et les troubles 10? Alors déjà, je vais répondre à la dernière question. Quand on parle d'autisme, de TDAH et de troubles 10, c'est les neuroatypies ou la neurodivergence. Donc c'est vraiment une diversité neurologique dans notre fonctionnement neurologique. Le TDAH, effectivement, c'est trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les troubles 10, il y en a 6. Je vais vous les citer, je pense que vous les reconnaîtrez. La dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dysphasie, la dyspraxie et la dysgraphie. Et le spectre autistique, dont je vais vous parler un peu plus. C'est donc une différence neurologique qui caractérise la manière dont une personne va communiquer ou interagir avec son environnement. Ça englobe une variété de situations et d'expressions très différentes pour chaque personne. On parle d'ailleurs du fait qu'il y a autant d'autisme que de personnes autistes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de définition et de recette toute faite. Chaque personne, il y a plein de traits autistiques qui réunissent du coup autour de ce diagnostic les personnes autistes, mais chaque personne va les vivre et les exprimer d'une manière plus ou moins forte ou handicapante et de manière surtout différente. Il n'y a pas donc, comme il y a autant d'autisme que de personnes autistes, il n'y a pas différentes sortes d'autisme, c'est important de le dire. D'ailleurs, on ne parle plus depuis plusieurs années de syndrome d'Asperger, c'est un terme qui n'existe plus. La seule différenciation qu'on peut peut-être faire pour certains besoins, c'est qu'il y a une condition associée parmi plein d'autres à l'autisme, qui est la déficience intellectuelle ou cognitive. Il y a à peu près 40%, voire un peu moins, des personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle associée. À la limite, on peut faire cette différenciation, mais sinon, c'est différent pour chaque personne. Merci Mara. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de ton cheminement pour obtenir un diagnostic de tes troubles autistiques? Et puis aussi, est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour permettre à l'entourage à l'entourage, mais aussi aux familles, aux enseignants, aux managers RH qui nous écoutent, d'avancer vers une meilleure prise en charge? Est-ce que tu as des conseils à adresser aux personnes pour obtenir un diagnostic? Alors, mon cheminement vers le diagnostic. Alors, effectivement, moi, j'ai reçu le diagnostic du spectre autistique. Il est hyper important de dire que faire un parcours de diagnostic, ça doit venir avec un besoin que des personnes peuvent avoir à un moment précis de leur vie. Donc, ça peut être dans l'enfance, ça peut être aussi à 50 ans, quand il y a un moment un petit peu de rupture avec son environnement ou sa carrière. Ça peut arriver des diagnostics très tardifs. Mais c'est vraiment le besoin qui amène au diagnostic. Sinon, on peut totalement vivre en étant neuroatypique sans le savoir, parce que on a mis en place plein de stratégies et d'adaptations qui fait qu'en fait on vit très bien sa vie. Ça, c'est important de le dire. Donc moi, j'ai mon cheminement vers le diagnostic. Ça s'est fait pendant mes études supérieures, pendant le BTS, design graphique. Et parce que justement, je pense que je suis arrivée à un moment dans ma vie
où je me suis tellement suradaptée, où j'ai tellement nié mon fonctionnement, j'ai essayé de gommer chaque expression un peu bizarre de mon être, notamment dans tout ce qui est interaction sociale avec mes pairs, pour pouvoir avoir toute une vie sociale, c'est très important pour moi. Et donc au bout d'un moment, j'ai vraiment craqué, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out autistique, tellement épuisée de mettre en place plein de suradaptations et de me sentir constamment agressée par le monde. Je parle notamment tout ce qui est sensoriel, les bruits de la ville, etc. Donc c'est vraiment ce moment-là qui m'a dirigée vers ce diagnostic du spectre autistique. Effectivement, ça m'a beaucoup aidée et soulagée d'avoir des réponses, des explications sur tout ce que je trouvais très anormal quoi, chez moi. En fait, je partage ça avec presque 2% de la population, donc c'est effectivement rassurant. Et puis, pour se diriger vers un diagnostic en France, c'est pas très... En France, on n'est pas très bon sur ces sujets-là, il faut le savoir. Donc il y a deux moyens. Il y a le moyen public, donc plutôt dans tout ce qui est hôpitaux, centres. Mais là, il peut y avoir une liste d'attente de plusieurs années. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué et tout le monde n'est pas prêt à attendre 3 ans un diagnostic, surtout quand on a cruellement besoin de réponses, voire d'aide, d'aménagement, etc. La deuxième façon, c'est du coup, là, il faut avoir les moyens financiers, puisque ce n'est pas pris en charge, c'est d'aller vers le libéral. Donc là, plutôt psychologue ou neuropsychologue. Le problème, c'est que, encore une fois, en France, on manque cruellement de professionnels qui sont réellement formés sur le spectre autistique, le TDAH et les 10, mais surtout le spectre autistique, en dehors des manuels édités il y a 20 ans, et donc pas du tout mis à jour, et notamment avec l'expérience des personnes concernées qui viennent vraiment apporter beaucoup de nuances aux études qui ont été faites il y a longtemps, on va dire. Et donc, il faut trouver des professionnels qui connaissent notamment ce qu'est l'autisme au féminin, puisque c'est quand même vraiment pas pareil. L'autisme associé au TDAH aussi, c'est pas du tout pareil non plus. Et donc, tout ça, l'autisme qui peut être très masqué. Parce que si on n'est pas sur un professionnel qui est réellement sensibilisé et mis à jour, c'est le genre vraiment des psys qui vous disent non, vous n'êtes pas autiste, vous avez des amis, non, vous n'êtes pas autiste, vous savez parler, non, vous êtes autiste, vous pouvez regarder dans les yeux. Donc ça, c'est vraiment une méconnaissance. Pour trouver ces bons professionnels-là, ce que je conseillerais, c'est vraiment tout ce qui est référencement de bouche-oreille. Donc dans les assos, dans les centres, dans les groupes, que ce soit les réseaux sociaux, les blogs. Je pense notamment pour tout ce qui est diag de l'autisme au CRA, au CRA, Centre Ressources Autisme. Il y en a dans toutes les régions en France. Et ils vous donnent des professionnels qui vous conseillent dans votre région. Il y a l'importance pour voilà, les étudiants qui se pensent peut-être concernés ou même à leur entourage de voilà rapidement de faire face, enfin en tout cas voilà d'entamer les démarches parce que malheureusement et c'est important qu'on en parle voilà d'éclairer les consciences là-dessus sur le fait que malheureusement les diagnostics sont encore peu accessibles en fait. Ouais, peu accessibles et très longs. Alors, qu'est-ce qui t'a amené vers la fonderie de l'image, Mara? Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ta formation au sein de notre école, sur les aménagements qui t'ont peut-être été bénéfiques durant ta scolarité, s'il y en a eu? Oui, il y en a eu. Donc, je suis arrivée au campus de la fonderie de l'image vraiment quelques mois après avoir eu mon diagnostic. Et donc, après des années, à juste prendre sur moi constamment face à des grandes difficultés. Donc, je me suis un peu promis à moi-même, même si ça a été très très dur, d'assumer ce diagnostic récent. Et franchement, c'est pas facile d'assumer. Et ça, c'est peut-être la plus grosse des difficultés au départ. Donc je m'étais renseignée en amont s'il y avait bien toute une branche sur le handicap avant de postuler, etc. Et alors après, on m'a demandé effectivement de quels aménagements j'avais besoin. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, je ne savais pas.
et c'est encore un peu toujours compliqué aujourd'hui, même si c'est assez clair de plus en plus. Et il faut savoir que voilà, autant il y a des personnes qui savent exactement ce dont ils ont besoin, et même beaucoup plus jeunes que moi, autant il y a des personnes qui, justement, à force de se suradapter beaucoup et de se conformer au maximum à ce qu'on attend, aux attentes, ne savent pas du tout ce dont ils ont besoin, même s'il y a en fait, même si les besoins sont là. Donc la première chose à faire, c'est vraiment euh, de permettre aux étudiants et aux étudiantes d'être dans cette espèce de phase de flou expérimental pour mieux se rendre compte ce qui marche et ce qui marche pas. Bon, dans mon cas, je suis quand même arrivée avec un sujet. Je pense que je t'en ai parlé quand on a pris contact. C'est que dans les années précédentes, ce qui était vraiment compliqué pour moi, c'était le fait que, voilà, à force de beaucoup compenser et de beaucoup subir des choses qui sont pas faciles pour moi, par exemple, trop de stimuli sensoriels euh, dans l'école, mais aussi dans la ville, euh, du bruit, des lumières que j'arrive pas à supporter, euh, mais aussi tout l'aspect social où il faut beaucoup faire attention aux non-dits, à l'implicite que je comprends. Alors, de manière naturelle, je comprends pas du tout, mais je comprends de mieux en mieux maintenant. Non, vraiment, maintenant, j'arrive beaucoup mieux à comprendre le second degré, ça va. Mais ça a été un long chemin d'exploration. Mais donc, toute cette petite chose qui fait que c'est difficile de paraître comme tout le monde, entre guillemets, même si personne n'est comme tout le monde, ça coûte énormément. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que devoir subir ou de devoir s'adapter, devoir faire le caméléon, devoir poser un masque, euh, ça coûte énormément en épuisement, en énergie. Et du coup, c'est pas compatible pour moi, et je le sais aujourd'hui, avec un rythme classique, notamment temps plein d'études. Et donc moi, je suis avec ce sujet, ça m'arrive fréquemment de sécher les cours. Et c'est compliqué pour moi les conséquences du coup que ça a en termes d'absence, alors qu'en fait, c'est une double peine en fait. Je vais vraiment pas bien, et en plus, on me demande d'aller justifier mes absences. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, à part je suis épuisée, je peux pas venir en cours, j'ai pas de note du médecin. Donc voilà, moi c'était vraiment ça mon besoin, c'était finalement être tolérant sur certaines choses. Et je pense que c'est aussi beaucoup le cas euh, ça peut être beaucoup le cas chez des étudiants ou travailleuses neuroatypiques. C'est une certaine ouverture d'esprit, tolérance. Et puis après, il y a aussi le fait de tendre des perches. J'ai eu un super formateur à l'école qui m'a toujours dit, Mara, si tu as besoin de sortir de cours, de prendre une pause, euh, pas de souci. Et c'est vrai que je me suis permis une fois où j'étais en train de faire vraiment une crise autistique avec trop de bruit. J'ai quitté la classe d'un coup et je savais que c'était ok. Et ça c'est de l'or. Donc tendre des perches, est-ce que tu as besoin que je réexplique, je reformule, que je t'approche différemment à la consigne, par exemple? Est-ce que tu as besoin de plus de temps pour rendre ce boulot ou pour ce devoir sur table? Est-ce que c'est vraiment tendre des perches pour que la personne s'autorise, pour en général la première fois de sa vie, à se demander qu'est-ce qui ferait qu'il ou elle réussirait mieux dans des études normalement pensées par et pour des neurotypiques, et donc du coup qui peuvent mettre des grandes barrières aux personnes qui divergent en termes de fonctionnement. Oui, oui, en effet, après chaque étudiant a des besoins différents et puis aussi des besoins différents peut-être. Enfin, je le constate dans mon quotidien de référente handicap. C'est pas les mêmes besoins qui vont être exprimés selon les matières et ces besoins, ils ont besoin de temps pour être évalués. Généralement, enfin, je refais le point avec les étudiants 2, 3 mois après leur arrivée, histoire aussi qu'ils digèrent la façon dont se passent les choses, le contact, où est-ce qu'il se situe par rapport à chaque matière, en sachant que, oui, je pense que c'est hyper important que chaque étudiant aussi puisse communiquer directement avec son formateur pour exprimer son besoin sur la matière suivie. Et puis aussi, comme tu disais, il y a ce besoin aussi de la part des formateurs de laisser la porte ouverte au dialogue. Et c'est ça qui enclenche souvent beaucoup de choses, juste permettre à l'étudiant de se dire que c'est OK.
Enfin, il y a une communication, un lien de confiance qui se construit entre l'étudiant et le formateur. Après aussi le lien étudiant référent handicap, mais le lien étudiant-formateur, ça me paraît hyper indispensable. Je propose à nos auditeurs qu'on visionne directement la vidéo de présentation de ton projet professionnel au typique. Enfin, du coup, le son, la vidéo. Ou le son plutôt, avant que tu nous parles de cette aventure professionnelle. Bonjour, je m'appelle Mara et je vais vous raconter pourquoi j'ai fondé Autypique. À 21 ans, et à la suite d'un burn-out, je suis diagnostiquée autiste. Avec cette nouvelle information, je réalise que c'est bien mon autisme qui a rendu chacune de mes expériences professionnelles compliquées ou douloureuses, et que c'est un point commun avec toutes les personnes sur le spectre autistique. Et oui, être autiste dans le monde de l'entreprise, c'est un parcours du combattant digne des 12 travaux d'Hercule. D'ailleurs, un chiffre me met une claque. En France, 95% des personnes autistes sont au chômage. C'est dingue, et j'ai voulu comprendre pourquoi. J'ai rencontré plusieurs cas de figure dans la communauté. Le premier, c'est que beaucoup de personnes autistes sont complètement défavorisées dès les premières étapes très codifiées du recrutement. Il faut jouer un jeu, celui de mettre en avant que le positif en arrondissant les angles et en faisant passer la sincérité qui nous est chère à la trappe. Le deuxième cas de figure, c'est les personnes qui, comme moi, réussissent l'exercice en jouant un jeu d'acteur. Mais évidemment, la suradaptation a un coût et un masque ne se porte pas constamment pendant des années. Beaucoup s'écroulent au bout de quelques semaines ou quelques mois, et c'est ce qui m'est arrivé. En discutant avec la communauté autiste, on m'a décrit le poids de la suradaptation comme devoir faire un choix entre mettre son énergie dans son travail ou mettre son énergie à faire semblant. Et quand tout s'écroule, certains me disent devoir passer par des mois de reconstruction avant d'affronter une nouvelle tentative avec à chaque fois ce même risque d'échec. D'autres personnes me décrivent aussi que malgré de la motivation et de l'implication, elles sont rejetées pour leurs différences, notamment sur le plan relationnel. Cela peut être parce qu'elles ne communiquent pas à la façon neurotypique ou parce qu'elles sont trop franches, mais au final, l'incompréhension de leurs collègues est un frein à leur bon épanouissement dans l'équipe. D'où le besoin de sensibilisation dans les entreprises, en plus de nos besoins pratiques et logistiques, tels que des horaires aménagés pour survivre malgré la fatigue, un bureau plus calme qu'un open space, des lumières tamisées, du télétravail, des interactions explicites et directes. En fait, tout cela dépend des profils, car il y a autant d'autisme que d'autistes. La seule chose qui marche pour tout le monde, c'est l'écoute. Et aussi nous faire confiance sur ce que l'on demande, car ce n'est pas un caprice, mais un besoin vital. Et voilà, c'est pour ça que j'ai créé Autypique. Pour faire bouger les lignes sur le sujet de l'autisme dans le monde du travail, pour qu'un jour le recrutement des personnes autistes soit aussi évident que celui des non-autistes. On a abordé le sujet du handicap autistique dans le cadre de la formation, mais aussi de l'emploi. Est-ce que tu as, de ton côté, effectué une démarche pour avoir la RQTH, donc la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé? Est-ce que tu peux nous dire si elle t'apporte des bénéfices dans ton quotidien? Et est-ce que tu aurais dernièrement donc des conseils pour nos étudiants qui démarrent leur parcours de salarié en alternance et puis aussi peut-être les collectifs de travail, les tuteurs qui accueillent nos apprentis? Alors effectivement, moi j'ai fait une démarche de RQTH quand je suis arrivée au campus. Démarche qui peut être très compliquée, je le dis, c'est beaucoup d'administration, pas facile à comprendre, surtout quand on est neuroatypique. Donc premier conseil, faites-vous aider. Je pense que c'est pratiquement impossible quand on n'a pas de l'aide de professionnels, notamment psychiatres sur la partie médicale. Et je conseille vivement, effectivement, si c'est possible, pour des raisons... il faut quand même un diagnostic posé par un ou une médecin pour avoir le RQTH. Donc, si c'est possible, je conseille vivement de la demander. C'est un vrai atout parce que la RQTH, c'est une perche qui est tendue pour pouvoir demander des aménagements, des choses spécifiques, parce que nos besoins ne sont pas toujours des aménagements, mais parfois juste des choses à prendre en compte. Et de la communication. Ouais, ce qui est extrêmement dur à aborder quand il n'y a pas de perche tendue. C'est compliqué d'arriver en entretien d'embauche et dire moi j'ai besoin de ça, quand il n'y a pas le sujet qui est évoqué. Donc
vous pouvez par exemple avoir une reconnaissance travailleur-travailleuse en situation de handicap, mais ne pas la mentionner sur votre CV ou votre dénomination. Par exemple, vous êtes libre de ça, et même si je conseille de le faire, et une fois que vous arrivez en entretien ou en poste ou en point avec votre manager, c'est vraiment la perche qui est tendue pour pouvoir aborder des aménagements sans parler de votre handicap. Vous n'êtes pas du tout... C'est interdit de demander, ok, c'est quoi ton handicap du coup parce que tu as une RQTH. Donc vous êtes protégé aussi là-dessus. Mais ça va permettre d'avoir un peu une justification aussi, par exemple pour dire je ne peux pas travailler en open space. J'ai besoin tous les jours de porter un casque anti-bruit ou des lunettes de soleil. Je ne peux pas faire un 35 heures, mais un 25 heures maximum. J'ai besoin de 3 jours minimum de télétravail. Ce genre de choses, et ben vous êtes protégé par votre RQTH pour pouvoir les aborder avec l'entreprise. Et pour les étudiants aussi, je pense que c'est un super atout, notamment avec l'alternance, parce que autant peut-être qu'il y a quelques années, c'était pas forcément un atout d'avoir un RQTH, parce que les personnes fermes d'esprit devaient se dire que c'était trop compliqué. Autant aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que, et notamment depuis le Covid, les entreprises ne peuvent plus faire autrement, elles n'ont plus le choix que de prendre en réelle conscience et considération la diversité, donc dans tous ses angles, mais aussi du coup la diversité du handicap. C'est pas juste une question de quota, c'est aussi qu'elles ont compris le bénéfice que cela avait. Donc de toutes les manières, elles mettent de plus en plus en place des choses pour pouvoir avoir plus de diversité dans leurs équipes. Et en plus, elles ont un quota de 6% de travailleurs-travailleuses en situation de handicap à remplir dans leur entreprise. Donc, elles ont tout intérêt à recruter des personnes qui ont une RQTH et de mettre en place l'environnement de travail qui va avec, évidemment. Donc, finalement, ça peut être aussi quelque chose qui vous permettrait d'être encore plus facilement embauché. Oui, en effet, ça peut. Je le constate aussi, et ça s'accroît au fil des années, le fait que le handicap, enfin le mentionner, du coup, peut être un atout dans la candidature, puisque les entreprises, comme tu dis, Mara, se rendent bien compte du fait qu'ils doivent faire face à cette OETH, à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pardon, n'est pas seulement au quota, bien au-delà, voilà, savoir aussi accompagner la personne et faire aussi avec les forces, parce que un handicap aussi peut représenter des forces et d'autres qualités professionnelles, en sachant que dans le cadre du contrat d'apprentissage, il y a aussi une aide financière qui est mise en place pour encourager les entreprises à recruter des apprentis en situation de handicap et mettre ainsi plus de diversité dans leur recrutement. Donc, Alors après, recruter ne suffit pas toujours, et c'est vrai que c'est toujours mieux pour son propre qualité de vie au travail d'être dans une équipe qui est sensibilisée, notamment donc là sur ce sujet, sur la neuroatypie. Donc ça, c'est vraiment un des éléments de l'entreprise atypique. On commence par sensibiliser tous les collaborateurs à la neuroatypie. Et après, on va former très spécifiquement les RH et les managers à le prendre en compte dans le recrutement, dans leur management, etc. Et on leur met à disposition la plateforme de recrutement qui va leur permettre de recruter des personnes neuroatypiques. Mais c'est vrai que il faut aussi de plus en plus sensibiliser les organisations pour que ça soit bien pris en compte. oui, tout à fait. Je te remercie, Mara, pour voilà, de nous avoir donné ton temps et ces éléments hyper précieux d'information sur un trouble voilà, voilà, sur lequel on a encore peu de connaissances et qui, comme tu disais, il y a une importance capitale à apporter donc, pour sensibiliser et les étudiants qui peuvent être concernés, mais aussi les collectifs de travail qui les accueilleront en alternance et leur entourage. Donc,
Si vous voulez en savoir plus sur ce que fait Atypique, donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram, LinkedIn, nous suivre pour avoir des nouvelles. Donc ça s'écrit AUTYPIK. Il y a aussi atypique.com, notre site. Et voilà, on donnera des nouvelles du développement de l'entreprise assez régulièrement. Oh, Merci beaucoup. ouais, ok, super. Bah, on mettra tous les liens dans la barre d'infos. Donc, je vous remercie à tous pour votre écoute et puis à très vite aussi peut-être au campus Fonderie de l'Image. Merci, au revoir. Au revoir.